C'est une première en France. Des citoyens, des particuliers ont attaqué l'État en justice pour inaction climatique. Bonjour Jérôme Sergent. Bonjour Michel, bonjour aux Merci, éditeurs de RCF. merci d'être avec nous en direct. Vous faites partie des 14 requérants accompagnés d'associations à poursuivre l'État. Alors vous êtes agriculteur dans le Pas-de-Calais, c'est à Rumilly. D'abord, un mot sur votre activité, permaculture, maraîchage, verger. Quel type d'agriculteur est-ce que vous êtes ? En fait, j'ai fait un parcours de 10 ans de formation. J'ai travaillé auprès de certains des exploitants aussi, un peu partout en France aussi. Et donc, je suis allé me former dans la Drôme et compagnie. Et donc, à l'heure actuelle, en fait, je suis installé depuis l'an dernier. Sauf que c'est pas si simple que ça, étant donné que les actions que je mène me prennent beaucoup de temps. Et donc, je suis cultivateur récoltant et producteur en fait de PNPP, de préparations naturelles peu préoccupantes, qui sont ni plus ni moins qu'une alternative aux produits de synthèse. Donc, industrie herbicide. Vous dites les différentes démarches vous occupent beaucoup. Ça veut dire que vous avez un peu mis entre parenthèses votre activité professionnelle pour cette procédure judiciaire ? Entre autres pour cette procédure judiciaire, mais déjà l'an dernier, en fait, justement, j'ai organisé pas mal d'événements, participé à beaucoup d'événements destinés échanges, entre autres, un peu partout dans la région, à faire venir justement des personnes qui avaient des connaissances à partager, pour alerter un petit peu sur ce qu'on avait vécu durant l'hiver 2023-2024. Et tout ça, ça m'occupe beaucoup de temps, et donc c'est intégralement bénévole, quoi. Donc, en Alors, plus du préjudice économique que j'ai subi, c'est-à-dire que mon activité, en fait, justement, elle ne peut pas se développer sereinement. Et donc, je n'ai d'autre choix que de faire ces actions-là. mais on va y revenir, mais par exemple, pour votre activité, vous n'êtes pas assuré. On a des assurances, une assurance accident pour les voitures, une assurance inondation, parfois pour les habitations. Vous n'êtes pas assuré ? Mes bâtis sont assurés, oui. Comment dire, mes terres et mon exploitation, mon activité en tant que telle, non, c'est hors de prix, en fait, à l'heure actuelle, justement, pour un agriculteur de pouvoir se protéger face à ce genre de dommages. Alors venons-en aux faits précis. Donc attaquer l'État, c'est pas rien. Expliquez-nous en quoi consiste cette plainte. Je précise que vous êtes avec 11 autres ou 10 autres particuliers. On est 12 sinistrés au total. Et donc, c'est pas une plainte, c'est un recours qu'on attente auprès de l'État. Dans le cadre justement du plan national d'adaptation au changement climatique, le troisième du nom, en fait, justement, qui est sorti le 10 mars, si je dis pas de bêtises. Et ce rapport, en fait, justement, nous, on juge, en fait, par exemple, il y a 300 mesures, plus de 300 mesures dedans. Et sur ces 300 mesures, il y en a une quarantaine à peine qui sont où il y a des budgets qui sont annoncés. Donc, on trouve ça minime. Sur le cas, moi, qui me concerne personnellement, en fait, des inondations, comme les 450 autres 1000 personnes qui ont été inondées durant l'hiver 2023-2024 à l'échelle de la région Hauts-de-France, mais principalement Pas-de-Calais et Nord, on estime que le compte n'y est pas. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de plan stratégique à court, moyen, long terme qui a été annoncé, d'une part, et d'autre part, il n'y a aucun budget en fait justement qui est pointé, quoi. Si je vous entends bien, vous êtes pas seulement pour votre personne, mais une sorte aussi de porte-parole des sinistrés de ces inondations à répétition. C'est ça, non seulement chez nous, mais aussi en fait, comme il y a eu durant cet hiver, c'était en décembre, je crois, en Ille-et-Vilaine, comme il y a eu dans le sud de la France, enfin, c'est partout en fait. On se rend compte que justement, de plus en plus, on va dire depuis 2023, clairement c'est visible. Ça se produit partout à l'heure actuelle. Il y a eu dans le sud de l'Espagne aussi également, on l'a vu. Donc ça touche pas que la France, certes, mais nous en fait justement l'échelon qu'on peut toucher et qui nous concerne directement, c'est l'échelon national. Donc d'où Alors, l'idée de ce recours. qu'est-ce que vous demandez concrètement à l'État ? Une enveloppe, de l'argent, des actions ? Quel genre d'actions ? Qu'est-ce que vous demandez ? Alors, je demande pas de l'argent pour ma personne. Quelque part, je demande à ce que l'État en fait tienne compte de l'ensemble des rapports qui ont été établis par des scientifiques depuis plus d'une trentaine d'années maintenant, qui alertent sur justement les effets de ces changements climatiques. Donc, on peut pas dire entre guillemets personne savait. Si, ça fait longtemps qu'on sait. Et quelque part, justement, d'élaborer en fait une stratégie à court, moyen, long terme sur la question des inondations, sur la question des sécheresses, sur la question justement aussi des pertes et récoltes agricoles, sur la question justement du retrait et gonflement des argiles. Il y a je crois que c'est plus de la moitié des habitations en France qui sont concernées justement par ce risque. Donc on se retrouve à avoir des maisons qui sont fissurées du jour au lendemain. Et derrière, en plus, souvent, il y a des personnes qui, justement, dans les 12 sinistrés, qui sont concernées par ce phénomène-là. Et à l'heure actuelle, aucun budget en fait n'a été annoncé réellement.
Justement, l'action est menée donc aussi par 3 associations, Greenpeace, Oxfam, Notre Affaire à tous. Ils avaient déjà fait condamner l'État une première fois en 2021, c'est dans l'affaire du siècle. Cette fois-ci, donc, des sinistrés dont vous êtes les ont rejoints. Vous êtes, vous, victime d'inondations à répétition. D'autres sont victimes, c'est ça, de sécheresse, de fissures, de coupures d'eau à répétition. Est-ce que vous vous connaissiez avant? Pas du tout. Aucun d'entre nous, en fait, nous nous connaissions. Il y a des personnes qui sont du côté de Grenoble, d'autres qui sont en région parisienne. Il y a même quelqu'un qui vient des dom-toms, en fait, justement, de Mayotte. Il y a quelqu'un qui vient du Mans aussi, en fait. Donc, on vient vraiment de toute la France. Et après, il y a des associations aussi qui nous ont rejoints dans le cadre de ce recours. Je pense à Locataires Ensemble, je pense à Get Up, ou je pense aussi au Miramap. Combien d'inondations avez-vous subi en combien de temps et quels sont les dégâts? Alors, j'ai subi, durant l'hiver 2023-2024, 8 inondations en 4 mois, 4 inondations par ruissellement uniquement. Donc, les ruissellements, c'est ce qui provient des terres agricoles, et 4 inondations par débordement de cours d'eau issus des ruissellements agricoles. Oui, c'est là, on en avait pas mal parlé aussi dans l'actu, le débordement de la, mais vous dites c'est aussi essentiellement dû au type de culture et à la manière dont sont laissées les terres. Alors, c'est le type de culture, certes, mais c'est aussi en fait justement les pratiques agricoles qui sont effectuées chez nous. Avant, il y avait quelque part, il y avait énormément de bocage. Pourquoi? Parce que c'était une terre d'élevage. L'élevage, en fait, justement, voilà, il rencontre en fait des difficultés. Il n'est pas suffisamment soutenu en fait au niveau national et même au niveau local. Et ce qui fait que justement, il y a des retournements de prairies qui sont faits. Et donc, ces prairies sont retournées pour mettre en place des cultures. Et quelque part, justement, au niveau moi, j'attaque pas les agriculteurs en tant que tels, j'attaque les pratiques agricoles et le système agro-industriel qui est là. Et justement, on l'a vu au lendemain des inondations en janvier. Xavier Bertrand, en fait, justement, qui a reçu en fait les patatiers et betteraviers belges et a ouvert les portes de la région à l'installation de 3 usines ici dans notre région et a octroyé 53 000 hectares de culture de pommes de terre en plus. Il y a des cultures qui sont problématiques. La betterave en est une, par exemple. Pourquoi? Parce qu'elle laisse les sols à nu tout l'hiver. Et donc, sur un territoire où 88% des sols sont occupés par des cultures, des sols cultivés, bah ça devient problématique. Si je vous écoute bien, on a l'impression que vous mettez un coup de pied dans la fourmilière pour demander aux uns et aux autres de prendre un peu de recul et de lever le nez du guidon. Quelque part, c'est un petit peu ça, et c'est ce que j'ai fait moi-même. Là, on parle des inondations 2023-2024, mais en fait, depuis qu'on est arrivé chez nous, chaque hiver, en fait, on a le droit à des épisodes de ruissellement. Alors, de plus ou moins grande ampleur, mais c'est comme ça chaque année. Mais Jérôme Sergent, donc vous l'avez dit, vous êtes arrivé assez récemment hein, dans la région. Vous vous êtes installé tout de même dans une zone inondable, sur des terrains inondables qui ont donc été inondés. Vous saviez le risque, la possibilité de cette inondation. Alors pourquoi se retourner contre l'État? Alors, donc on est arrivé ici. Je suis natif du Béthunois. J'ai grandi dans le Béthunois. On a fait le choix avec ma compagne de s'installer ici. On savait le risque, oui, en effet. Quoique déjà, ce que je tiens à dire, c'est que le notaire avait mal fait son travail. En fait, pour lui, il n'y avait pas de zone inondable. C'est moi-même qui l'ai détecté. Donc oui, j'étais parfaitement au courant de ça. Une partie de notaires, en effet, sont dans cette zone-là. On est sur un autre enjeu en fait qui s'appelle l'enjeu érosion, et donc on a des endroits où il y a des pentes à 40%, où là on a effectué des aménagements à nos frais. Et donc des aménagements qu'on appelle d'hydrologie régénérative. Et donc c'est 4 actions: ralentir, répartir, infiltrer et stocker les eaux dans le sol et évapotranspirer justement par le biais des arbres. Donc on a implanté énormément d'arbres et on a fait ce qu'on appelle des baissières, par exemple. C'est un fossé qui est à la même altitude d'un point à un autre et qui vise en fait à recueillir toutes ces eaux de ruissellement et à les stocker, à les infiltrer. Jérôme Sergent, agriculteur dans le Pas-de-Calais à Rumilly, est l'invité de RCF Hauts-de-France. Interview à retrouver en intégralité sur rcf.fr, région Hauts-de-France, ou sur la page YouTube d'RCF Hauts-de-France. Une réalité aussi dont on parle peu, parce que là vous parlez de dégâts, d'inondations, de matériel, mais est-ce que vous arrivez à mesurer l'impact psychologique, s'il y en a un? Très concrètement, je peux le dire en fait. Ma compagne et sa fille ont fait le choix de quitter le domicile, de prendre un appartement en fait justement dans le bourg voisin. Pourquoi? Parce qu'en fait justement à chaque fois qu'il pleut, quelque part il y avait cette inquiétude. On va y avoir de nouveaux droits et justement elle n'avait plus envie de vivre ça. Quelque part moi non plus. Ça a causé des difficultés aussi dans notre relation de couple. Et après il y a des personnes justement que je connais qui ont fait le choix en fait de quitter leur logement. Est-ce que c'est pas tout de même du militantisme finalement
vain d'attaquer l'État? Est-ce que vous espérez réellement aboutir à quelque chose et où en est la procédure? Je pense que c'est une des étapes. Je mise pas uniquement justement l'ensemble de mes actions sur ce recours, mais néanmoins en fait justement à côté de ça on engage justement des actions. Là par exemple ce vendredi en fait on rencontre justement l'ensemble des syndicats mixtes de bassin, donc il y a l'AA, la LIS, la Canche, l'OTI, et donc on va travailler avec eux, avec le monde agricole aussi, à la chambre d'agriculture aussi qui participe à cet événement. Il y a un bureau d'études qui s'appelle Géonord, enfin toutes des structures régionales. Il y a le réseau E aussi justement, et donc l'idée c'est de créer un consortium et d'engager des actions dès cet hiver chez des agriculteurs ou des collectivités qui seraient favorables au fait d'expérimenter sur leur terre ce genre d'aménagement. Vous avez raison de souligner que vous vous bougez, hein, et vous avez rencontré aussi des techniciens, des associations, des élus, le préfet même à deux reprises. Qu'est-ce qu'il en est ressorti de ces rencontres? Alors, donc le rapport avec les préfectures, donc on l'a rencontré en octobre à sa demande, justement, il a souhaité nous rencontrer, donc quand je dis nous, c'est les collectifs et les associations de sinistrés qui se sont créés suite aux inondations. Donc une fois à Saint-Omer et la deuxième fois c'était à Montreuil-sur-Mer, en sous-préfecture. On était plutôt ravis sur le coup, pourquoi? Parce qu'il nous avait dit justement être conscient que justement il arrive un moment où l'intérêt général doit primer sur les intérêts particuliers ou les intérêts économiques. Tout en nous précisant toutefois que justement il n'était pas là pour faire de la cogestion. Et ce qu'on entend, hein, il n'y a aucun souci là-dessus. Par contre, nous, on souhaite vraiment être associés en fait justement à par des mesures de concertation d'une part et à l'élaboration de ce plan stratégique. Pourquoi? Parce qu'on a ce qu'on appelle l'expertise d'usage. Le préfet, il n'est pas là tout le temps en fait. Il n'a pas vu en fait justement durant les inondations clairement en fait comment ça se comportait. Et donc nous, on a cette plus-value là qu'on peut apporter justement. Et d'une part et d'autre part. On peut aussi participer en fait à l'occasion de ces chantiers et quelque part ça nous permet aussi de nous reconstruire nous humainement, physiquement et de créer de l'entraide et puis de sortir un petit peu de ce figement qui est là. Et donc suite à ça, donc normalement je devais rencontrer en fait le préfet délégué qui était chargé d'élaborer ce plan stratégique à court, moyen, long terme. Sauf que je l'ai jamais rencontré. J'ai tenté en fait de relancer la préfecture par 4 fois. 4 fois par téléphone et 2 fois par mail. À chaque fois on m'a dit on va vous rappeler, et on m'a jamais rappelé. Et donc suite à ça, c'est par le biais d'une publication Facebook du SMAGEA. Donc ça, c'est le 12 janvier, syndicat mixte d'aménagement et de gestion des eaux de l'A. Qui a publié un article Facebook nous informant, nous sinistrés ou habitants en fait justement du bassin de l'A, que il y avait une plateforme qui avait été mise en place par les services de la préfecture. Alors nous on a découvert ça. La plateforme a été mise en place le 5 décembre. On découvre le poteau rose le 6 janvier. Et en fait, on avait jusqu'au 31 janvier pour y participer, pour y répondre. On a jugé ça un petit peu étrange quand même. Mais Jérôme Sergent, quand les autorités disent qu'elles suivent, qu'elles sont aux côtés des sinistrés, ce que vous nous dites là, c'est que vous vous sentez complètement abandonné? De là, enfin, disons que au moment des inondations, en fait, certes, il y a eu du monde qui est venu, il y a eu des ministres qui sont venus, le président est venu aussi. Par contre, très concrètement, en fait, on a plus l'impression d'avoir servi d'affichage en fait pour un support de communication. C'est quelque part là aujourd'hui, en fait, on voit plus personne ne vient. Là, je sais que les services de la préfecture, on a reçu un mail d'ailleurs la semaine dernière qui nous invitait de nouveau en fait à une journée atelier. On ne sait pas ce que ça va donner, mais donc d'ici à la fin du mois, on va rencontrer de nouveau en fait les services de la préfecture. Je pense que le dialogue c'est important, il faut y aller dans tous les cas. Mais nous quelque part là, ce que je sais, c'est qu'il y a encore beaucoup de colère qui est là et qui s'exprime. Pourquoi? Parce qu'on a l'impression, en effet, justement comme vous le disiez juste avant, d'être un peu laissé pour compte, quoi. Dans la démarche que vous avez entamée donc, avec d'autres contre l'État français, vous n'avez pas peur d'être stigmatisé? Par exemple, on parle d'agriculture, mais ce n'est pas une agriculture conventionnelle, habituelle, classique que vous défendez. Est-ce que vous n'avez pas peur d'être un peu mis à l'écart? J'ai pas tant peur que ça d'être mis à l'écart. C'est certain que je risque de rencontrer des personnes qui jugent ça un petit peu disproportionné ou des choses comme ça, ou en tout cas qui va à l'encontre de leurs intérêts. Moi, ce que je tiens à rappeler, c'est juste des chiffres. Hein. Il y a eu 450 000 sinistrés durant l'hiver 2023-2024. Là, à l'heure actuelle, à l'échelle du département du Pas-de-Calais, il y a 1200 agriculteurs. Donc l'intérêt général, je ne sais pas de quel côté il se trouve, mais j'ai tendance à penser qu'il est davantage de notre côté en tant que sinistré. Et je tiens à dire qu'il y a aussi des agriculteurs mon voisin qui est juste ici, en fait, souvent lui-même a été impacté par ça. Et il se posait même la question d'arrêter au lendemain des inondations.
Mais dans l'agriculture, en général, on se retourne pas forcément contre l'État, on se retrousse les manches, on essaye de se dire on va trouver des solutions seuls. Est-ce que c'est pas aussi une tendance actuelle depuis quelques années dès qu'il y a une énorme difficulté à se retourner contre l'État? C'est pas comme ça que je vois les choses. Je pense que dans tous les cas, en fait, justement, ce qui est certain, c'est qu'il y a l'État le dit lui-même. En tant que citoyen, on a des droits et des devoirs. On est d'accord là-dessus. L'État a lui aussi des droits et des devoirs. Les lois, c'est pas nous qui les mettons en place. C'est pas nous qui les votons, c'est pas nous qui les mettons en œuvre. Et c'est pas nous qui en avons non plus la responsabilité derrière. Euh, Moi, ce que je tiens à dire aussi, c'est que ce recours, il est là aussi pour dire de pointer la responsabilité de l'État, de nous garantir la protection des droits fondamentaux des citoyennes et des citoyens face aux effets du changement climatique. Merci beaucoup. Ma dernière question, elle sera plus de calendrier. Qu'est-ce qu'il faut suivre, surveiller, quand est-ce qu'il peut y avoir des décisions, ou s'il n'y en a pas, qu'est-ce que vous allez faire? Déjà la semaine dernière, en fait, on a eu une réponse par voie d'AFP, de l'agence France Presse, de la part du ministère de la Transition écologique, qui en gros nous dit non, c'est bon, tout va bien, il y a aucun problème. Nous, on n'est pas vraiment de cet avis-là. Donc là, la prochaine échéance, en gros, l'État a jusqu'au 7 juin pour nous répondre. Si justement il nous répond pas, dans tous les cas, le recours est lancé. Et donc là, ce sera directement le Conseil d'État qui va statuer pour évaluer en fait justement si le plan national d'adaptation au changement climatique, troisième du nom, répond véritablement en fait à l'enjeu. Et si nous, on est dans notre droit en fait justement de réclamer entre guillemets ce devoir-là que l'État doit respecter, et donc c'est le Conseil d'État qui va juger ça. Après, c'est des démarches qui prennent du temps. Ça peut prendre 2 à 3 ans, on le sait, on en est conscient. Donc, vous parliez tout à l'heure justement de l'affaire du siècle 1. Le recours pas le recours, mais les actions en justice avaient été entamées en 2018. On a eu gain de cause en 2021. Il y a eu Grande Sainte aussi qui avait déposé plainte pas déposé plainte, mais en tout cas qui avait entamé un recours contre l'État pour la même chose que l'affaire du siècle 1. Et là aussi, en fait, la ville de Grande Sainte avait remporté le jugement. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir pris le temps de nous expliquer, de répondre à nos questions. Jérôme Sergent, en direct sur RCF Hauts-de-France. Merci à vous. Fin de journée. Une belle fin de journée. L'interview va être à retrouver en intégralité sur la page YouTube d'RCF Hauts-de-France ou sur le site rcf.fr, région Hauts-de-France.